Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Niger, ou plutôt la France, ça dépend. Ce mardi 21 novembre, lors d'une rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, la question du Sahel est revenue dans les discussions. La visite ce mardi de Ouattara, lors de cette visite, donc, Ouattara avec Emmanuel Macron ont discuté de la dégradation rapide de la situation sécuritaire au Sahel. C'est ce que rapporte un communiqué de l'Élysée. Le document explique également que le chef de l'État français a réaffirmé le plein soutien de la France au président Mohamed Bazoum et a rappelé que sa libération constituait un préalable à toute négociation avec les putschistes au Niger. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, pasteur Komiedo. Pour Emmanuel Macron, toute négociation avec les putschistes doit commencer plutôt par une libération de l'ex-président, le président déchu, Mohamed Bazoum. Je voudrais d'abord rétorquer en disant au président français Emmanuel Macron qu'il continue de faire une fausse lecture de la situation au Sahel en disant que cette situation-là sécuritaire se dégrade encore. On reviendra sur ça tout à l'heure. Ce sera le deuxième aspect du sujet. Hein. Mais parlons de ce qui est le titre, la libération de Bazoum comme une condition. La libération de Bazoum, moi en tant qu'un défenseur des droits de l'homme, aujourd'hui, c'est un sujet qui peut me préoccuper. C'est vrai, les Nigériens peuvent lui reprocher beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le garder comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que, s'il y a des délits, s'il y a des choses dont on lui reproche, il va falloir qu'on lui confie à la justice. Et qu'il réponde. De ses actes. Qu'on le libère et puis qu'on le mette à disposition. Qu'on le mette à la disposition de la justice. Si on lui reproche, s'il y a des choses qu'on lui reproche, là, c'est ça le droit. Et c'est ça mon boulot, ce que je peux faire. Et ça, je crois que on le dit parce que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Maintenant, Emmanuel Macron dit que c'est la condition le canal par lequel ça vient, c'est ça qui me fait mal, c'est Emmanuel Macron. C'est ce canal-là qui me fait mal. Est-ce que le canal doit influencer Oui, non, moi le canal me fait mal. Et surtout que la situation du Sahel et du Niger, bien sûr, soit au cœur d'une discussion entre Ouattara et Macron à l'Élysée. Mais de quoi? Pourquoi? C'est de la moquerie? Mais ça a toujours été comme ça. Lors d'une rencontre combien de fois avec un président ouest-africain, est-ce que le président ivoirien lui-même, ça ne lui fait pas honte? Chaque fois qu'il y a un problème, c'est Macron l'appelle à Paris. Combien de fois il est allé à Paris cette année? S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, un instant, je vais recentrer les choses. Recentre bien le débat, je te reviens sur le même sujet. Ce n'est pas la première fois qu'un président français discute de la sous-région avec un autre président il est temps qu'on en finisse. Il est temps qu'on en finisse. Ok, d'accord, si vous le posez comme ça, c'est d'accord. Mais quand les présidents ouest-africains vont là-bas, aucun dirigeant africain n'est plus prêt à recevoir l'ordre de Paris. Ok, dit comme ça, je vous comprends pas. Je dis, nous n'avons plus besoin de recevoir d'ordre de Paris. C'est fini. Et de toutes les façons, on le dit. Et ça, on doit le vivre. Donner des injections aux autorités nigériennes à libérer Macron, c'est comme s'il est en train de prêcher dans le désert. Ça ne va pas prospérer. Je crois que je voudrais quand même que le président de la CEDEAO, en essai de la CEDEAO, au moins, oui, bien sûr. Ou bien le président de la Commission de l'Union africaine demande au moins la libération. Ça, c'est entre nous. On va se parler entre nous, Africains. Mais encore l'ordre de Paris, nous ne sommes plus dans les années 60. Ça ne peut plus marcher. Et donc, ce qu'il est en train de dire, ça ne peut pas prospérer. Et lui continue d'apporter son soutien. Non, c'est normal. C'est l'ami, c'est son ami. C'est son ami personnel. Il peut lui demander sa libération. Mais ce n'est pas de cette manière. Demander sa libération. C'est son ami. Non, moi j'ai demandé. C'est votre ami aussi. Non, moi j'ai demandé en tant que défenseur des droits de l'homme. Mais l'ordre que Macron veut intimer aux autorités nigériennes, ce n'est pas normal. Et je ne pense pas que c'est cette manière qu'il faut le faire. Donc Macron continue de se tromper de par sa condescendance et de par ce paternalisme. Ça ne peut pas marcher.
Merci beaucoup à vous, pasteur. Emmanuel Vivien Tomi, lors de sa rencontre avec le président Ouattara, Emmanuel Macron a réaffirmé tout son soutien au président déchu Mohamed Bazoum et exprimé ceci, que la libération de Bazoum serait un préalable à toute discussion avec les putschistes au Niger. Vous savez que le droit international recommande le respect des droits un peu partout dans le monde. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme est très claire là-dessus. Dans son premier article. Toutes les constitutions du monde, bon, je ne connais pas trop les constitutions de certains pays, mais la majorité des constitutions dérive quand même la liberté, le droit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça commence par là. Alors, aujourd'hui, est-ce que Macron a le droit de demander la libération de Bazoum? C'est normal qu'il demande la libération de Bazoum en tenant compte des relations qu'il y a entre le Niger et la France. Entre Macron et Bazoum, pas entre... Non, il ne faut pas parler de Niger. On parle d'institutions ici. Bazoum, on peut ne pas l'aimer, mais c'était quand même le président du Niger, élu d'ailleurs, à qui l'actuel régime a fait un coup d'État. Et donc, est-ce que les présidents des autres pays peuvent demander sa libération? C'est normal qu'on demande sa libération au nom du respect des libertés, au nom du respect des droits de l'homme, au nom du respect du principe démocratique. Maintenant, est-ce que c'est une injonction, c'est un ordre que Macron donne? Je ne crois pas qu'il soit en position de donner des ordres. Parce qu'ici, on parle de coup d'État. Et quand les gars font un coup d'État, ils mettent fin à toutes les institutions. Donc l'ordre constitutionnel n'existe pas et ils ont le plein pouvoir et ils les laissent comme ils veulent. Ce n'est pas un régime ordinaire. C'est un régime de putsch, c'est un régime de coup d'État. Maintenant, dans les discussions à l'Élysée entre les présidents des États africains et le pouvoir français, les sujets d'Afrique sont toujours, comment on dit ça, à l'ordre du jour. On se rappelle même depuis le temps du président Gnassingbé Eyadema, on parlait du Togo, on parlait également d'autres pays africains à l'Élysée. Ouais. Et monsieur le président Eyadema Gnassingbé a parlé plusieurs fois de la Côte d'Ivoire avec ses homologues français. Alors aujourd'hui, ce n'est pas... on n'invente pas la roue, ce n'est rien de nouveau. Quand Macron ou le président français reçoit un chef d'État africain, ils font le tour de l'actualité, comme on le dit. Ils vont comploter contre l'Afrique, on va faire lequel tour? Non. Maintenant, est-ce que Ouattara est préoccupé par la situation au Niger? Ça aussi, c'est une réalité. Ouattara, comme tous les autres chefs d'État de la CEDEAO, Ouattara est préoccupé par la situation actuelle à Niamey. Bazoum, je ne suis plus sûr que quand on va le libérer, on va le placer dans le fauteuil présidentiel pour diriger le Niger. Au début, je croyais que c'était possible, mais à l'allure, là, le coup d'État est consommé. Mais là, c'est consommé. Alors, ce n'est plus en cours. Ce n'est plus en cours. Tu disais que c'était en cours. Ce n'est plus à téléchargement ou bien à cours. Le coup d'État est consommé au Niger. Voilà, c'est bien. Et l'erreur grave, c'était ce qui a fuité comme information que le président Bazoum essaierait de fuir. C'était une erreur. Il a compris que c'était une erreur parce que quand le monde entier vous soutient, vous êtes le président démocratiquement élu, on doit vous libérer, ben, il faut sortir par les grandes portes, pas par les fenêtres. Et donc ça, c'était une erreur. Je ne sais pas qui lui a donné ce conseil-là, et si c'est vrai. Et donc aujourd'hui, Macron, effectivement, ne parle pas en tant que le pater de l'Afrique, mais il parle en tant que chef d'État français. Et puis peut-être des droits de l'homme qui demandent qu'un président qui est détenu illégalement soit libéré. Vous savez, en réalité, en droit, la règle, c'est la liberté. La détention, c'est l'exception. Et donc, s'il n'y a pas de raison valable, il faut libérer Bazoum. Ce serait un pas. Mais en politique, en réalité, si vous étudiez un peu le cas du Niger, les putschistes veulent avoir quelque chose pour pouvoir marchander quand il s'agira de faire un vrai dialogue. Parce que si tu n'as rien à mettre sur la balance, tu ne peux pas faire pression, malheureusement. Et donc, ils doivent avoir leur sert d'éléments de c'est un fait-valoir, comme on le dit, un fait-valoir.
nous allons libérer Bazoum, voilà nos conditions, et vos histoires de sanctions, essayez de lever ça. Sinon, on le garde, puisqu'il doit même répondre de certains actes qui lui sont reprochés, suivant ce que le régime du Niger, le régime en place au Niger, a annoncé. Donc aujourd'hui, monsieur Macron doit revoir un peu son discours, en même temps demander la libération de monsieur Bazoum n'est pas un péché. Ok. Robert Kossighan, à côté, Emmanuel Macron demande la libération de Bazoum. Il dit que c'est une condition préalable à toute discussion avec les putschistes. Oui, dans un premier temps, moi je dirais que c'est une bonne nouvelle pour les autorités nigériennes, d'autant plus que c'est un couloir qui est en train de s'ouvrir devant eux. Et ça dit que finalement on envisage la possibilité d'une discussion avec eux. Non, la discussion s'avère indispensable. C'est obligatoire même. Et c'est devenu même une obligation pour les deux parties. Et je dirais que peut-être il y a un laxisme dans ça au niveau de la CEDEAO et le Niger. Et donc Macron ne fait que donner peut-être un coup de pouce pour accélérer ça. Et ensuite, les autorités nigériennes doivent vite faire pour entrer en négociation avec la CEDEAO et régler rapidement le cas Bazoum, parce que ça ne doit pas servir un frein. Quand nous prenons par exemple la Guinée, quand Alpha Condé a été déposé, les autorités guinéennes n'ont pas mis du temps pour régler son cas. C'est-à-dire deux solutions s'offrent. Soit on le confie, comme l'a dit le pasteur, on le met à la disposition de la justice, ou soit on trouve alors des concessions et on le laisse partir, ou soit, comme on l'a fait à Bongo, on peut le laisser sous peut-être contrôle judiciaire à Niamey ou n'importe où sur le sol nigérien, et on attaque alors les problèmes les plus urgents, les plus bons pour le Niger. Ensuite, les autorités nigériennes savent que maintenant, ce n'est plus un coup d'État qui est en cours. C'est confirmé. C'est confirmé, c'est confirmé. Comme l'a dit Gbagbo, il n'y aura plus Bazoum, il n'y aura plus Bazoum ni son gouvernement au pouvoir, alors que les autorités nigériennes ne tombent pas dans les pièges des activistes panafricains qui leur demandent de ne pas prendre langue avec la CEDEAO. On ne peut pas vivre en autarcie au Niger, non. Le Niger appartient à au bloc ouest-africain, et donc il va falloir qu'il discute vivement, rapidement avec les autorités de la CEDEAO, qu'ils trouvent des compromis, des consensus, parce que vous savez, ils doivent perdre pour recevoir d'autres choses, pour recevoir leur légitimité, ils doivent perdre un peu, et puis on libère Bazoum, et on s'attaque au réel problème du Niger. Point barre. C'est-à-dire, le garder ne fera que peut-être attirer l'attention des dirigeants qui vont demander alors qu'il soit élargi, et tout ça ne fera que alors égratigner l'image des nouvelles autorités qui ont autre chose à faire pour le Niger que cette affaire de Bazoum qui est déjà du passé. Maintenant, pour Macron, ok, on peut dire qu'il n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires nigériennes, c'est vrai. Mais bon, comme il est aussi partenaire du Niger, puisqu'il est le président de la France étant un pays partenaire au Niger, et donc il peut aussi dire, alors demander aux autorités, alors voilà, libérer Bazoum. Vous savez, avant il a dit, Macron disait que seule alors l'autorité de Bazoum était reconnue. Mais pour aujourd'hui, il a changé pour dire, ok, la libération de Bazoum, avant toute négociation, je dis, même à son niveau, la situation a évolué en faveur alors des nouvelles autorités nigériennes, alors qu'ils en profitent pour rentrer dans les négociations et vite faire ça, et peut-être décliner leur agenda, lancer alors tout ce qui a lancé proprement la transition au Niger au grand bonheur des Nigériens. Merci beaucoup. Vivien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour dire que c'est le président français François Hollande qui, parlant de la politique française vis-à-vis de l'Afrique, a expliqué que pour certains problèmes comme celui du Niger, par exemple, la France préfère discuter avec les chefs d'État de la CEDEAO et mener, s'il faut mener des actions au niveau de la communauté internationale, la France préfère que ce soit par exemple la CEDEAO qui prenne le devant. Et donc, ne nous trompons pas, il y a de bonnes relations entre la CEDEAO et la France. On peut ne pas être d'accord, c'est son droit. Mais n'oublions pas que c'est la Chine qui a conçu le siège à l'Union africaine.
C'est la Oui, CENI je qui a ne vois pas le offert. rapport. Non, moi je vois le rapport. Le rapport, c'est que il y a aujourd'hui dans le monde où nous sommes, il y a une étroite relation entre les institutions supranationales et certaines puissances. Et donc la France est un partenaire de la CEDEAO comme la Chine est un partenaire de l'Union africaine. Tout ce qu'on a comme siège de l'Union africaine, c'est l'argent de la Chine. Et même c'est les Chinois qui ont construit cela. Donc en cela, c'est en fait une façon de relancer les discussions entre la junte au pouvoir au Niger et la CEDEAO. Mais le président Macron, ayant reçu Ouattara, ne fait que lui rappeler la nécessité d'exiger aussi cette libération de M. Bazoum, l'ancien président déchu. Alors, on va aborder le deuxième aspect. Également, au cours de cette rencontre, le président Macron a souligné la dégradation accélérée de la situation sécuritaire au Sahel depuis un certain moment, chose qui n'est pas forcément de l'avis de tout le monde. Pensez-vous que la situation au Sahel se dégrade de jour en jour après le départ des forces françaises et tout récemment des forces onusiennes, parce que ça dépend du pays? Alors, je crois que je le disais plus tôt, que Macron est en train de faire une fausse lecture de la situation actuelle, situation sécuritaire dans le Sahel. Qu'on ne le veuille pas, que ce soit Niger, Mali, Burkina, ça c'est les États du Sahel, la plus grande partie des États du Sahel. Aujourd'hui, la situation sécuritaire a nettement s'est améliorée. S'est améliorée et les attaques sont rares. Parce qu'aujourd'hui, il y a une concertation. Une concertation en armement, une concertation en renseignement avec les 3 États, c'est-à-dire l'alliance des États du Sahel. Et donc, continuez pas à rester dans le vieux système, je sais pas, dans la vieille idéologie pour dire que la situation se dégrade dans le Sahel. Je crois que Macron continue de s'illustrer dans l'intos, continue de s'illustrer dans la désinformation et dans la délation. Et lui seul sait pourquoi il le fait. Je crois que je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je crois quand même que les États du Sahel vont certainement répondre à Macron par rapport à ces mots de dégradation récurrente de la situation sécuritaire. On va lui répondre. En tout cas, je n'ai pas encore vu ça, mais je vous assure que la réponse ne va pas tarder. La réponse ne va pas tarder parce que un dirigeant doit être lucide. Aujourd'hui, avec la prise de Kidal seul, qui est le bastion des rebelles, des terroristes de toute la zone, alors les rebelles et les terroristes ne savent plus quoi faire. Certainement, ils vont venir avec des attaques ciblées, des trucs, mais ça ne va plus être comme avant. Aujourd'hui, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, les gens reviennent, les citoyens reviennent dans leur pays, dans leur localité d'avant. Il y a le retour, il y a le déploiement même des instructions des services sociaux de base. Donc, je crois que cette histoire-là d'un chef d'État français, dire que la situation continue de se dégrader, et d'ailleurs, ce qui est fait qu'au niveau du Parlement européen, ils ont voté encore des sanctions hier contre le Mali, parce qu'ils estiment que la situation sécuritaire se dégrade. Je crois que c'est une mauvaise lecture de la situation du Sahel, et ils le font à dessein. Et c'est eux celles qu'ils savent. De toutes les façons, aujourd'hui, tous les observateurs avisés peuvent se dire peuvent commencer par pousser un offre de soulagement. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce que les terroristes sont toujours dans leur cachette et autres. Et il va falloir quand même que les 3 pays continuent de travailler de manière concertée pour éradiquer totalement les rebelles, les rébellions et les attaques terroristes. Donc, Macron s'est trompé de la lecture. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison que Macron est très mal intentionné par rapport aux pays du Sahel et est l'instigateur, c'est-à-dire c'est lui le maître, le chef, le maître de la destruction, lui et son pays et les autres qui sont... On n'a pas les preuves. Bien sûr, qui sont... Parce qu'aujourd'hui, avec... Est-ce que le simple fait de dire que la situation se dégrade, ça veut dire mais c'est grave si un chef d'État ne peut pas faire une bonne lecture de la situation actuelle du Sahel. C'était grave. C'était grave. Les MINUSMA est parti. Les forces françaises sont parties. Takuba est parti. Serval est parti. Tout ça est parti. Aujourd'hui,
les pays du Sahel se sentent mieux par rapport à ce temps, au temps où les autres forces, toutes ces forces-là existaient dans le Sahel. Je crois que c'est de ça qu'il faut savoir. Et Macron doit apprécier ce qui s'est passé à Kidal parce que les rebelles sont anéantis. Si réellement ils étaient pour la situation, ils étaient contre les terroristes, quand Kidal est pris, ils devaient féliciter les autorités maliennes. La CEDEAO devait envoyer un communiqué. L'Union africaine, tout ça n'a rien dit. Alors que c'est le bastion des terroristes qui est anéanti. En principe, si on est dans cette dynamique, on devait féliciter le gouvernement malien. Mais on ne l'a pas fait. Et les Maliens et les Africains aujourd'hui doivent savoir qui sont leurs ennemis, car, dit-on souvent, l'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Occidentaux, mais c'est l'Africain même. Merci beaucoup à vous, pasteur. Robert Kossiguen, pensez-vous que la situation sécuritaire se dégrade continuellement au Sahel? Non, pas du tout. Mais je comprends un peu la réaction de Macron ou la déclaration de Macron par rapport à la situation sécuritaire du Sahel. Vous savez que la situation n'est pas dégradée. La France y était durant des années. Mais la France n'a pas pu alors mettre hors d'état de nuire les terroristes. Si aujourd'hui, ils ont changé, les pays du Sahel ont changé de partenaire, ils ont pris la Russie et ils sont en train de faire des merveilles que la France a mis des années pour ne pas faire. Je comprends que par peut-être vergogne, voilà, l'autre, Macron peut essayer de nuancer les victoires. Alors que ne cessent d'engranger les FAMA ou les forces burkinabées ou les forces nigériennes. Alors ça c'est normal, puisqu'aujourd'hui, alors, que vous souviennent, cette guerre entre l'Occident et la Russie, c'est cette guerre, c'est le prolongement de cette guerre à travers la déclaration de Macron. On sent alors le prolongement de cette guerre-là dans les pays sahéliens. Alors la Russie, sans tapage, ni tabour banta, est en train alors d'aider les armées sahéliennes à venir à bout de ces terroristes. Les terroristes là viennent d'où? C'est à travers la crise qu'a savamment orchestré Nicolas Sarkozy et sa France et l'Occident. Rien ne demandait alors qu'on tue Kadhafi en son temps. Ainsi, alors, c'est Kadhafi qui gardait tous ces gens-là qui sont devenus aujourd'hui un mal qui ne fait que semer la désolation en Afrique. Voilà. Et donc, si aujourd'hui, la Russie, par son partenariat avec les pays sahéliens, arrive à mettre hors d'état de nuire, alors tous ces éléments-là, tous ces bandits enturbanés, ça ne peut qu'être une honte pour la France et l'Occident. Alors, c'est pourquoi l'Union européenne continue par faire cette bêtise du siècle en sanctionnant le Mali et le Macron qui alors nuance les victoires qu'engrangent alors les armées. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui fuient aujourd'hui sont les terroristes. Parce qu'ils n'ont plus le temps de s'organiser, ils n'ont plus le temps de se regrouper. À chaque fois, alors qu'ils se regroupent, ils laissent toujours leur peau. Il y a le feu sur eux. Les vecteurs aériens sont là, et les forces... Les colonnes terrestres. Tout ça là, ils sont pris en étau. Donc, ils ne sentiront jamais alors ces victoires qu'engrangent ces pays sahéliens. Alors, courage aux armées sahéliennes, Dieu est avec eux, ils viendront à bout de ce mal. Merci beaucoup à vous, Robert. Emmanuel Vivien, Tommy, la situation au Sahel se dégrade continuellement selon l'observation d'Emmanuel Macron. Vous savez, ça, c'est la déclaration politique d'un chef d'État français qui a à sa portée beaucoup de renseignements. Erroné. Bon, je ne peux pas dire erroné. Les services de renseignement de la France constituent quand même l'un des services les mieux efficaces sur la terre présentement. Les Américains ont un service de renseignement très efficace. Mais pas dans le Sahel. L'Israël aussi, mais la France aussi a un service de renseignement compétent. Maintenant, je n'en veux pour preuve que des attaques qui étaient annoncées 3 ans avant que cela n'arrive. Est-ce qu'il y a peut-être des secrets qu'on ne peut pas nous dire? Oui, chaque métier a son secret. Si Macron dit que la situation se dégrade, on va se poser la question de savoir par rapport à quoi, par rapport à quel état au début. Alors aujourd'hui, en réalité, ce que nous voyons, sauf qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on maîtrise tout ce qu'il y a comme information sur les attaques terroristes, ce que nous voyons, c'est qu'avec la prise de Kidal par l'armée républicaine, on a senti quand même
une sorte de recul des terroristes et des mouvements de rébellion sadiques. Mais au même moment aussi, ne nous trompons pas, les terroristes n'ont pas disparu. On ne les a pas arrêtés tous. On ne les a pas neutralisés tous. Ils ont dit que c'est un repli tactique qu'ils sont en train de faire. Et connaissant un peu leur façon barbare et tragique d'agir, ils vont faire semblant ils ne feront plus rien. Ils peuvent revenir. Non, ils ne feront plus rien. Ils peuvent revenir. Et c'est des fatalistes, c'est des gens qui cherchent aussi, des fanatiques également, des gens qui cherchent à frapper le plus grand nombre de personnes, de citoyens. Et donc, mais que est-ce les pour autant armées... qu'on doit dire que la situation se dégrade si jusque-là, ils ne sont pas encore revenus? Bon, on ne peut pas dire jusque-là, puisque beaucoup d'États ont décidé de ne plus donner trop de chiffres sur les attaques des terroristes. Première raison pour ne pas affoler la population. Seconde raison pour ne pas démoraliser et démobiliser les troupes qui sont au front. Et troisième raison pour ne pas aussi encourager, féliciter les terroristes. Parce que vous savez, les terroristes, c'est vrai, ils ont un système de communication très poussé, mais en même temps, ils récupèrent tout ce qui est publié sur eux quand ils font des attaques. Et maintenant, eux, ils ajoutent des chiffres. Chaque fois qu'un État dit « nous avons essuyé une attaque, mais nous avons répliqué et voici le bilan », les terroristes prennent ces bilans-là, et ça c'est la guerre de la communication, et multiplient le bilan à leur faveur. Donc aujourd'hui, beaucoup ne communiquent pas d'une façon instantanée sur les attaques et surtout pas sur les chiffres ou bien le bilan de ces attaques. Est-ce que M. Macron parle d'une façon générale, englobant les éléments que son service de renseignement lui donne? On ne peut pas l'affirmer, on n'a pas la certitude. Mais si c'est ce que nous avons reçu comme information, comme attaque ces derniers temps, on constate plutôt un recul des attaques des terroristes et une sorte de pré-victoire. Parce que la victoire, elle sera grande et finale quand on aura mis fin au terrorisme, comme ce qu'on a constaté en Algérie. Ouais. Et donc, tant que les terroristes sont toujours là, ils n'ont fait que replier. On ne peut pas parler de la fin du terrorisme. Et en même temps aussi, on ne peut pas, à cet instant où nous sommes sur ce plateau en train de faire cette émission, dire qu'il y a plus d'attaques qu'avant dans la période de la prise de Kidal. Ça aussi, il faut qu'on nous donne les chiffres. Donc, soyons prudents que les chefs d'État et les armées des pays sahéliens ne donnent pas sur leur laurier et que personne ne commence pas à faire la fête parce que tant qu'on n'a pas bouté hors les terroristes de notre zone, pas seulement de notre pays, parce que si tu l'envoies vers l'autre pays, un jour ou l'autre, il peut toujours revenir. Donc une nation concertée pour lutter efficacement contre les terroristes. Les discours du président Macron restent des discours d'un homme politique, un chef d'État français ou européen, mais sur le terrain, prenons garde pour que ces mauvais, ces méchants, ces sadiques-là, ces barbares ne frappent encore et fassent vraiment du mal. Merci beaucoup à vous. C'est l'heure de la pause. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra pour la suite de cette émission.